après la pharma, je me suis formée à plein d'autres choses, et notamment la PNL, programmation neurolinguistique, donc un peu l'étude du langage, entre autres. Et bon, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappée dans ce cadre-là. Donc, c'est déjà le vocabulaire qu'on utilise. Donc, les gestes barrières, je trouve ça vraiment quelque chose de phénoménal parce que, en fait, c'est juste des règles élémentaires d'hygiène. Il n'y a rien du tout de barrière là-dedans. Euh, comme se laver les mains, en théorie, tout le monde doit se laver les mains après être allé aux toilettes, en entrant des courses, après avoir jeté un mouchoir, etc. C'est des gestes élémentaires d'hygiène. Il y a encore comme autre terme qui a été utilisé, c'est la distanciation sociale. Où est-ce qu'elle est la distanciation sociale? Non, on demande juste de mettre une certaine distance physique entre les gens. Mais déjà, rien que le vocabulaire utilisé, pour moi, il est symptomatique. Et après, toutes les contradictions, quoi. Moi, j'avais noté que Sophie Wilmès, lors de sa toute première intervention, elle a dit, je cite, hein, l'activité physique en plein air est autorisée et même recommandée. Donc ça, c'est pour le 17 mars. Le 21 mars, il y a déjà des drones au-dessus des parcs pour dire aux gens, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Donc, et puis tout de suite après, on a commencé à fermer les parcs. Donc la cohérence là-dedans, il y a une discordance entre ce qui se passe et le vocabulaire utilisé. Il y a vraiment quelque chose qui me heurte là-dedans, depuis le début. Depuis le début. Bonjour, je m'appelle Bernadette et je souhaite aujourd'hui partager quelques réflexions à partir de ma pratique de psychiatre. Je prendrai l'axe de l'angoisse. Pour susciter l'angoisse chez quelqu'un, on peut s'y prendre de différentes manières. Entre autres, en ayant avec lui des propos contradictoires, en soufflant le chaud et le froid, en donnant des informations de contresens qui vont provoquer une confusion intérieure. C'est une confusion qui peut être rationnelle, c'est-à-dire qu'on ne comprend plus les informations qui sont données, mais ce peut être aussi une confusion émotionnelle qui génère de l'angoisse. Donc l'angoisse comme signe d'une perte de repère intérieur. Alors on le voit, actuellement, les informations sont contradictoires, on ne peut plus se fier aux avis des experts de la santé, puisqu'il y a beaucoup de divergences. On ne peut plus comprendre le fil et la logique des décisions politiques. Et les médias ne transmettent plus des informations fiables, on transmet des mots qui augmentent l'angoisse, on transmet des mots qui éveillent l'émotionnalité. C'est pas nouveau comme principe, celui-là. Par contre, ce qui est nouveau ici, c'est qu'on a un sujet qui concerne la santé au niveau individuel et la santé des sujets dans leur lien social. Il y a un sentiment d'insécurité et par rapport à ça, nous ne sommes pas tous égaux et nous ne réagissons pas tous de la même manière. Il y a des sujets qui réagissent plutôt sous une mode de repli. C'est des sujets qui vont respecter les règles, s'isoler, limiter très très fortement les contacts et en étant un petit peu scrupuleux sur les règles, voire même de manière obsessionnelle et compulsive. C'est des sujets qui vont, s'ils rencontrent des difficultés, ne plus pouvoir recourir, on va dire, à la fraternité, aux liens avec les autres, qui vont donc encore se sentir plus seuls. J'ai remarqué pour ma part que des sujets qui étaient déjà en difficulté de lien social au début du confinement se sont plutôt trouvés, étaient plutôt plus apaisés, comme si ça les remettait dans une forme de normalité. Le problème avec cette
confinement qui a perduré, c'est que, et avec ce qui se passe actuellement, c'est que vraiment le sentiment d'inadaptation sociale est accru. Il y a un autre type de réaction possible, ce sont les sujets qui ont besoin de mouvement pour extérioriser la tension intérieure. C'est des sujets qui ont plus de feu. Donc, on pourrait dire un peu les bravaches, ceux qui vont pas se laisser faire, ceux qui vont supporter extrêmement mal d'être limités dans leurs mouvements, qui vont contester les règles, les vérifier, voire même, si la tension intérieure augmente ou dure trop longtemps, risque vraiment des passages à l'acte pour retrouver une liberté de mouvement. On le voit, on a là deux manières extrêmement différentes de tenter de faire face à une perte de sécurité intérieure. Et on le voit, plus la tension monte, plus le conflit et l'agressivité montent, et de manière globale, plus on tend les choses et ça peut produire au niveau social une forme de chaos. Je recommande ce petit livre, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, écrit en 2015. Il reprend une série d'études de psychologie sociale qui analysent les éléments qui influencent la prise de décision humaine. Il n'est pas nécessaire de lire ce livre pour savoir que quelqu'un qui est sous l'emprise de la peur et de la panique est beaucoup plus manipulable. C'est-à-dire que quelqu'un qui est paniqué ou qui a peur, on peut lui faire n'importe quoi. Donc dans le contexte actuel, si la peur et la panique persistent, c'est vraiment le toboggan ouvert à ce que des décisions très autoritaires se prennent et ne tiennent plus de singularité, c'est-à-dire qu'on va décider pour tout le monde d'une manière forte. Ça, c'est pas utile de lire le bouquin pour savoir ça. C'est malheureusement le lot humain, on le sait dans les familles, on le sait dans les entreprises, et on le sait dans les rapports de force, dans le lien social. Par contre, où ce petit livre est intéressant, c'est qu'il montre combien un système, quand il a décidé une stratégie, eh bien, par un mécanisme de persévération, il ne fait pas marche arrière. Il ne recule pas. Il donne l'exemple d'une entreprise qui a un bilan financier catastrophique et qu'un audit le montre et propose des solutions. Et pourtant, l'entreprise continue. Avec l'information que plus une stratégie a été investie en énergie et en temps, plus il est difficile pour les humains qui sont aux commandes de faire marche arrière. Dans le contexte actuel, on perd le cap, on part dans la dualité, on part dans le conflit. On vient vraiment percuter le cerveau archaïque et les gens sont dans une peur telle que, donc face à une terreur, il n'y a pas 36 solutions. C'est la fuite, la lutte ou l'inhibition de l'action. La lutte, elle est interdite, tu es chez toi, tout seul, les rassemblements sont interdits. Mais la fuite, elle est quasiment impossible. Ou alors tu peux fuir dans l'alcool, ça oui, ça a été autorisé, hein. Ça faisait partie des choses qui étaient complètement autorisées. Donc tu as le droit de fuir dans l'alcool, dans le cannabis, etc. Il n'y a aucun souci. Et qu'est-ce qui reste finalement? Il reste l'inhibition de l'action. Donc complètement, les gens sont dans ce qu'on appelle, on n'est pas loin du syndrome post-traumatique en fait, où les gens sont, toute volonté est annihilée, on est complètement figés. En fait, les gens sont figés. Et ils ont énormément de mal à sortir du figement, en fait. Parce que ça continue avec les masques, etc. Tout ce qu'on continue à nous infliger. Et si on n'obéit pas, c'est des amendes, et des amendes salées. Donc les gens ne peuvent pas se permettre de désobéir, grosso modo. C'est ça qui se passe aussi.
Et donc, voilà, les gens sont figés, il n'y a rien qui bouge, personne n'ose vraiment manifester, ou très peu. Mais tout ça, en grande partie, ça vient du confinement et puis de ce qu'on continue à nous imposer sans aucune raison scientifique, en fait. Il n'y a plus aucune raison scientifique à imposer ce qu'on nous impose pour le moment. Toutes ces injonctions et ces manipulations touchent les personnes socialement plus faibles, car elles sont plus influençables. Et donc je trouve qu'il s'agit là d'une double peine qu'on leur inflige qui est inadmissible au niveau humain. J'inviterais, pour ma part, à chercher le bon sens, ce qu'on appelle la voie moyenne, ce qui s'appelle aussi agir en bon père de famille. Moi j'aime bien pour ça les phrases qui sont véhiculées, du genre « il n'y a pas de fumée sans feu ». Donc ici, il est clair que la communauté scientifique est divisée. Alors je ne sais pas qui a la vérité, mais en tout cas il y a un problème. C'est un virus aérosol, protégeons-nous. Mais voilà, en respectant le bon sens, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir des mesures si coercitives qui entraînent autant de désarroi et qui provoquera très certainement sur le plan psychologique des grands désespoirs, comme c'est déjà le cas. Au début de la crise, il a fallu beaucoup de courage pour oser porter une voix contraire à la voix dominante, mais que maintenant, il y a quand même pas mal de personnes qui osent parler et que c'est le moment, c'est vraiment le bon moment de se poser des questions si on ne s'en est pas encore posé et de rejoindre le mouvement parce que tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc vraiment, l'idée de rejoindre un mouvement complet et un mouvement qui commence à s'organiser, on en est au balbutiement, ça commence à s'organiser, mais je pense qu'il est temps, il est encore temps, il est plus que temps de prendre le train en marche et de rejoindre ce mouvement pour arrêter cette mascarade. Parce que c'est une véritable mascarade. On demande l'action. L'action est demandée maintenant. Franchement, il n'y a plus de temps à perdre.